cette chaleur écrasante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Attendez, je suis pas trop... Voilà. Que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Moi, pour le coup, ça va. J'étais chez ma sœur. On a profité de la piscine. Et ça fait du bien. Premier bain de l'année. Et voilà. On a fait aussi un escape game en réalité virtuelle. Donc en fait, on avait et la mission c'était on Mars évidemment. On a choisi un thème de l'espace et en fait donc on avait toutes les deux, donc c'est dans une salle, on était toutes les deux donc et on avait un casque donc de réalité virtuelle. C'était incroyable cette du coup la vision, cette immersion dans l'espace, c'était incroyable. Et donc notre but c'était de trouver des capsules, des espèces de bonbonnes en fait, pour ensuite, donc on était dans un endroit une espèce de... On avait nos combinaisons spatiales, donc quand on se retournait l'une l'autre, on se voyait. Et en fait, on était dans une espèce de station. Et donc, on déambulait dans les couloirs pour trouver des capsules. On a trop rigolé. Et en fait, ces capsules... et donc, évidemment, à l'intérieur du vaisseau, il y avait des espèces de robots... à détruire en fait, des espèces de robots à quatre pattes là qui marchaient, c'était horrible. Et donc il fallait les détruire avec des armes, des mitraillettes. Et ensuite donc on a récupéré des capsules pour ensuite après aller dans un autre, prendre le vaisseau, aller dans un endroit en fait où comment expliquer ça? En fait, il y avait des bêtes, en fait, des robots bêtes qui grignotaient des câbles, en fait. Et il fallait les tuer pour les empêcher de grignoter ce câble. Et pendant ce temps, il fallait mettre les capsules pour pouvoir générer de l'électricité et tuer les bêtes pour éviter qu'elles grignotent et que du coup, il n'y ait plus d'électricité. C'était super, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Donc, je perds mes cheveux. Donc voilà, c'était vraiment une expérience incroyable. Et cette réalité virtuelle, c'est quand même fou d'être immergé comme ça dans un endroit, peu importe. Et de voir en fait, ça fait très bizarre après à la fin quand on enlève le masque et de retourner à la vie réelle. En plus c'était une mission un peu spatiale. Bon, on n'était pas sur la planète, on était surtout dans des endroits fermés de type le vaisseau ou l'endroit où il fallait tuer les bêtes qui mordaient les câbles électriques. Mais du coup j'aurais aimé quand même être sur la planète, aller chercher des capsules, mettre sur la planète en fait, sur la planète Mars. Bon, on s'est dit qu'on allait en refaire et c'était génial, franchement c'était super. On
suis rentrée chez moi lundi. Et puis c'est tout, voilà. Et là je subis la chaleur. Voilà. Pas mal coiffée. Je subis. Oui, j'ai des cheveux blancs ici, vous voyez. Faut que je fasse ma coloration de cheveux. Et oui, on arrive à presque 40 ans, les amis. Bon, j'ai encore un peu de temps, mais dans 3 ans et demi, quoi. 40 ans. Bon, on va déjà passer les 36 en fin d'année, ça ira très bien. Même si j'ai toujours l'impression d'avoir 26, 27 ans. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, je suis rentrée lundi et je subis la chaleur maintenant. Il fait super chaud. Bon, heureusement, j'ai un ventilateur et dans mon appartement, j'arrive à garder une température, 24. Donc ça va, franchement, ça va. Je suis bien isolée, enfin, mon appartement. Et voilà. Bon, donc on se retrouve. Merci pour vos commentaires d'ailleurs sur les vidéos du coup de mercredi, vendredi et dimanche, comme j'avais tourné en avance vu que j'étais pas là. Et puis donc voilà, merci beaucoup pour vos commentaires. Il faut que je prenne le temps d'y répondre. Et puis voilà, quoi vous raconter d'autre? C'est tout pour ma part. Migraine évidemment depuis hier. Donc là je me suis dit que j'allais tourner, on est mardi aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais quand même tourner une vidéo pour demain. Là ça va, j'ai pris mon traitement de crise. Donc ça va, je suis fatiguée. En plus avec cette chaleur, c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Bon. Trêve de bavardage. Aujourd'hui, on va parler savoir insolite, les amis. Je sais que ça vous avait manqué. Même si toutes mes vidéos ressemblent à des savoirs insolites finalement, parce que tous les faits que je vous présente avec le livre là, les 300 faits incroyables, et sur la crise de migraine, j'oublie mes mots, sur les secrets cachés de l'histoire de France. Voilà, c'est un peu tous des savoirs insolites, mais bon. Donc aujourd'hui, on va commencer avec pourquoi le vert est-il la couleur de la nature. Depuis qu'on l'a regardé de l'espace, la Terre est surnommée la planète bleue. En cause, les océans qui recouvrent. Alors, désolé, je vais peut-être bafouiller, dire ou faire des fautes de lecture. Je suis désolée, migraine oblige. Attendez, parce que j'ai un cheveu là. Crise de migraine oblige, c'est compliqué. Bon. En cause, les océans qui recouvrent 70% de la surface. Pourtant, on associe la couleur de la nature au vert plutôt qu'au bleu. Le vert n'a pas toujours été la couleur de la nature. Ah bon? Pendant longtemps, ce fut même une couleur démoniaque, voire mortelle. En effet, le vert utilisé pour teindre les costumes de théâtre au XVIe siècle était obtenu par oxydation du cuivre, ce qui en faisait un poison très violent. Dans 2 ouvrages parus récemment, Frédéric Archaud, chercheur à l'INRAE, et Michel Pastoureau, historien, nous éclairent sur les raisons qui nous poussent à considérer la couleur verte comme étant celle de la nature. Pourquoi l'herbe et les plantes sont-elles de couleur verte? Dans la nature,
nature, la couleur des plantes, de l'herbe, des feuilles des arbres au printemps, d'une partie des algues est la même, le vert. Un vert qui se décline dans des milliards de nuances, mais un vert tout de même. Cette couleur vient d'un pigment naturel présent dans les plantes appelé chlorophylle. La chlorophylle, ou plutôt les chlorophylles, car il en existe plusieurs types, permet aux plantes de réaliser la photosynthèse indispensable à leur survie. En transformant l'énergie du soleil en énergie assimilable par les plantes, la photosynthèse nourrit ces dernières. L'ensemble du vivant de la planète dépend en grande partie de la chlorophylle et de la photosynthèse, puisque les plantes sont un des éléments de base de la chaîne alimentaire. Certains animaux, comme le mouton de mer Costaciella kuroshimae, pratiquent aussi la photosynthèse. Le vert, la couleur de la chlorophylle. Frédéric Archaud explique que la chlorophylle se décline en plusieurs types: chlorophylle A, B, C, D et F. La E manque à l'appel car elle n'a pas encore été décrite. Et sous-type CL, C2, C3, etc. Elle joue un rôle majeur puisqu'elle est au point de départ d'une réaction chimique complexe. Les chlorophylles absorbent des photons pour obtenir de l'énergie, puis envoient cette énergie d'excitation par résonance aux molécules qui les entourent. Cette réaction engendre des protons qui se combinent au dioxyde de carbone et forment du glucose, un sucre vital au métabolisme des plantes. L'explication de la couleur vient de ce que les chlorophylles absorbent, les radiations lumineuses bleues et rouges, mais réfléchissent les radiations jaunes et vertes. Les pics d'absorption pouvant varier selon les différents types. Comment s'est faite l'association entre la nature et le vert au fil du temps? Dans l'Antiquité, la nature est associée aux 4 éléments que sont l'eau, l'air, la terre et le feu. Il n'y a point de couleur verte à l'horizon. Michel Pastoureau rappelle qu'au Moyen-Âge, le vert est volontiers associé au diable et aux sorcières, accompagnés de leurs crapauds. Difficile à fixer sur les tissus, c'est une couleur mal aimée car elle se délave très vite. C'est au XVIIIe siècle, avec Rousseau et les romantiques, que la nature commence à être associée à la végétation et par extension à la couleur verte. En opposition au rouge, l'interdit, le vert devient aussi un symbole de liberté et d'espoir. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous... Ah voilà, ça. Jeux olympiques. Quel est le pays le plus titré en natation? Les Jeux olympiques d'été 2024 ont été exceptionnels. Je confirme. En effet, les Jeux olympiques de Paris ont vu tomber un record détenu par un des athlètes les plus médaillés au monde, tous sports olympiques confondus, et c'est en natation que cet exploit a eu lieu. Depuis les premiers Jeux olympiques modernes en 1896, gagner un titre olympique amène une visibilité mondiale aux sportifs et aux pays organisateurs. C'est pourquoi toutes les nations cherchent à séduire le Comité international olympique. En 2024, c'est la France qui organise les Jeux olympiques d'été. Ils font suite aux Jeux olympiques de Tokyo, de Rio et de Londres pour la Grande-Bretagne. En 2028, ils se dérouleront aux États-Unis. La Russie, elle, n'a pas organisé de Jeux olympiques
depuis 1980 et ne concourt plus ses couleurs depuis 2016, comme ce fut le cas aux Jeux de Pékin sous la bannière Russian Olympic Committee. Quels sont les pays les plus médaillés aux épreuves de natation au JO? En 2024, en France, la natation est l'un des sports olympiques qui a obtenu le plus de médailles d'or. Or, cela ne fait pas de nous le pays le plus titré en natation. En effet, depuis les Jeux d'Athènes, lors desquels les épreuves de natation se déroulaient non pas en bassin mais en pleine mer, c'est une autre puissance qui détient ce record. Certes, la France fait partie des nations dont les sportifs s'illustrent régulièrement en battant des records du monde. Mais ce sont les États-Unis qui sont sur la première marche du podium des pays les plus titrés en natation au JO. Et tout cela tient aux performances d'un nageur américain exceptionnel. Champion olympique, qui est le nageur le plus titré de l'histoire des JO. Le premier nageur homme sacré champion olympique est le Hongrois Alfred Aros sur 100 mètres nage libre. En 1912, l'Australienne Fanny Durack est la première championne olympique de natation de l'histoire sur 100 mètres nage libre. Depuis, d'autres nageurs se sont illustrés. Parmi eux, Alexander Popov pour la Russie avec un doublé 50 et 100 mètres nage libre aux Jeux de Barcelone puis à Atlanta. Adam Peaty pour la Grande-Bretagne ou San Lepan sur 100 mètres nage libre en 2024. Mais le nageur qui détient le plus de titres olympiques à ce jour est américain. Il s'agit de Michael Phelps, avec 28 médailles, dont 23 en or, loin devant Mark Spitz. Petit cocorico, le français Léon Marchand a fait la fierté de la délégation tricolore lors des Jeux olympiques d'été 2024. C'était trop bien. Il a remporté la médaille d'or sur 400 mètres, 4 nages et a pulvérisé le record olympique détenu par Phelps. Les pays les plus titrés aux Jeux olympiques. Au classement des médailles olympiques par pays sur l'ensemble des Jeux olympiques d'été et d'hiver, un pays règne en maître, les États-Unis, avec plus de 3000 médailles. Depuis 1896, les sportifs américains ont engrangé 1219 médailles d'or, 1000 d'argent et 875 de bronze. Derrière la Team USA, il a en deuxième place la Russie sous l'appellation URSS, puis sous la bannière de l'Union soviétique. En troisième position, on trouve l'Allemagne, suivie de la Chine, de la Grande-Bretagne et de la France avec 280 médailles d'or. Elle devance les nations comme les Pays-Bas et l'Afrique du Sud. Ce classement concerne tous les sports olympiques confondus, du tir à l'arc au cyclisme sur piste en passant par le tennis de table. Ensuite, on va faire un petit dernier. Je vais faire celui-là. La taille de votre signature pourrait révéler des informations sur vous selon la science. Tout comme l'écriture, une personne peut voir l'évolution de la signature qu'elle emploie année après année. Très scolaire à l'adolescence, elle s'affirme avec l'âge. Et les grandes signatures en disent long sur les auteurs. J'avoue, la mienne, elle est grande. L'analyse, on va voir ce que ça donne du coup. L'analyse de la signature d'une personne peut en dire long sur son caractère. C'est en tout cas ce que prétend la science et Richie Swengehaft, fervent apôtre de cette théorie. Ses recherches l'ont mené à étudier des milliers de signatures au fil du temps. Des petites, des grandes, des signatures illisibles en pâte de mouche ou au contraire des signatures amples et affirmées. Le résultat est sans appel, la taille, ça compte. Du moins, en
signature. Tiens, il y en a qui va boire. Qui jette. Oh, il fait trop chaud pour un petit hamster. La graphologie, qu'est-ce que c'est? Science humaine à part entière, la graphologie propose de mettre au jour les grands traits d'une personne à travers la manière dont elle trace la forme des lettres et des mots. Plus précisément, selon l'encyclopédie Larousse, la graphologie cherche à approcher la personnalité à ses différents niveaux, à travers un tracé considéré comme témoin fidèle du développement psychomoteur, intellectuel et affectif du sujet. Plus tard, elle se personnalise. Les diverses tendances de la personnalité rendent compte du décalage entre le modèle d'écriture imposé, le même pour tous, et l'écriture de chacun. Un procédé que des recherches récentes ont appliqué à la signature d'une personne. Comment la taille de votre signature révèle-t-elle votre personnalité? Ce que disent les analyses. En 1967, Richie Swegenaft, aujourd'hui professeur émérite de psychologie au Guilford College aux États-Unis, travaillait en tant qu'étudiant dans la bibliothèque de l'université Wesleyan au Connecticut. Chargé de récupérer des livres prêtés aux professeurs et aux étudiants, il a remarqué que la taille des signatures de ces derniers différait quasi systématiquement. Celle des professeurs était plus grande la plupart du temps. De nombreuses autres études plus tard, il en a conclu que la taille d'une signature renseignait sur l'âge et le statut social de son auteur et qu'elle était intimement liée à son estime de soi et à la conscience du statut qu'il possédait. En d'autres termes, plus une signature prend de la place, plus son auteur a une haute estime de lui-même. Bon, elle n'est pas comme ça non plus, hein, mais... et tend à montrer qu'il possède une place de choix dans la société. Bon, est-ce préférable d'avoir une petite ou une grande signature? Dans une interview parue dans la Harvard Business Review, Nick Seber, professeur associé de comptabilité à l'université du Maryland, pressent qu'il existe un lien entre la taille des signatures et le narcissisme des PDG. Intrigué, Swegenaft mène ses propres recherches qui viennent appuyer les propos de Seber. Depuis lors, d'autres études ont encore affirmé cette idée. Plus la signature d'un PDG est grande, plus son propriétaire semble enclin à un narcissisme certain. Narcissisme qui l'amène à jouir d'une rémunération plus élevée que ses pairs à la signature plus petite. Néanmoins, il a aussi été démontré que les PDG narcissiques obtenaient de moins résultats en termes de productivité et de rentabilité. Bon, heureusement je suis pas PDG. Et voilà. Bon les amis, je vous laisse ici. Petite vidéo blabla et 3 savoirs insolites. J'espère que vous dormez. Je vois les statistiques des analytiques de mon compte YouTube, de ma chaîne YouTube, et je vois que la durée de visionnage est de plus en plus courte. Alors je sais pas si c'est parce que vous quittez comme ça la vidéo ou si vous dormez. Donc voilà, petite parenthèse, c'est marrant. Voilà, bon les amis, je vous laisse ici. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, il fait super chaud, c'est super important. Et pas de l'eau glacée ni d'eau fraîche, eau à température ambiante. C'est mieux pour le corps, il arrive mieux à l'assimiler. Sinon, le corps travaille trop à assimiler l'eau glacée ou froide. Je vais pas vous faire un cours de biologie. Bon, en tout cas, voilà, prenez soin de vous, buvez de
prenez soin de vous, restez à l'ombre. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment les amis, merci d'être toujours là, de regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir. Je vous dis à vendredi du coup, vu qu'on est en période estivale, je fais 3 vidéos par semaine. Et puis c'est tout. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à vendredi et bonne semaine. Et puis gros bisous.